Parlons peu, parlons IE, le podcast de l'intelligence économique. Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'intelligence économique. Ce podcast est animé par le club Humint et Négociation de l'AEGE, le réseau d'experts en intelligence économique. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le colonel Enor Hacham. Vous avez été recruté sur titre au sein de l'armée de l'air et de l'espace après avoir réalisé des études à Sciences Po Paris puis à l'INALCO en langue arabe. Vous avez également été à l'école doctorale de l'IEP de Paris, Monde musulman, avec le professeur Gilles Kepel. On va s'intéresser à votre parcours de terrain qui est très riche et très dense et qui va nous apprendre beaucoup sur le renseignement d'origine humaine, mais également sur la négociation interculturelle. Donc, vous avez été déployé en opération à de très nombreuses reprises, aussi bien sur des terrains africains que moyen-orientaux, y compris dans le cadre de missions aux Nations Unies. Vous avez été témoin des débuts d'une intifada et de la guerre de 2006 au Liban. Lors des printemps arabes, vous avez été la seule Française et la seule femme à avoir effectué des missions sensibles, notamment au Pakistan et en Syrie. Pendant 4 mois, vous avez assisté à ce moment-là au basculement du pays dans la guerre civile. Vous avez été témoin de cet événement. À la suite de cette mission, vous avez écrit le livre Quand s'avance l'ombre, qui a été récompensé et primé, qui relate vos observations, vos réflexions sur ce conflit syrien et qui nous permettent à nous, lecteurs, de mieux comprendre l'origine de ce conflit. Vous avez servi dans le domaine du contre-terrorisme et vous êtes la première femme à avoir tenu un poste de chef de bureau et chargé de mission au sein du COS, le commandement des opérations spéciales, qui vous a envoyé à de nombreuses reprises sur le terrain, avec des commandos, entre autres. Pour finir, vous êtes breveté de l'école de guerre et vous avez été formé à la négociation de crise criminelle par le RAID. Vous avez ensuite tenu divers postes en état-major, dont un au cabinet du ministre de la Défense des Armées. Et aujourd'hui, vous exercez dans les mêmes domaines, et notamment sur des missions de résilience et de sécurité nationale. Merci beaucoup d'être avec nous, Enor Hacham. Bonjour et merci de m'inviter. Très heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Alors, pour commencer le podcast, on voit donc que vous avez une carrière assez opérationnelle et très riche en expérience. On aimerait vous demander qu'est-ce qui vous a amené à intégrer l'armée de l'air et de l'espace et comment votre carrière professionnelle s'est-elle construite au fil du temps? Alors, l'intégration dans l'armée de l'air, ça c'est un peu une erreur d'aiguillage de départ. Je ne la regrette pas nécessairement forcément, mais c'était vraiment à l'époque, j'étais juste avant d'entrer dans l'armée, j'étais étudiante et à Sciences Po, et mon rêve c'était d'aller travailler dans les pays arabes. Et donc je m'étais un peu comme tous les étudiants qui savent pas trop de quelle façon y arriver, je m'étais orientée vers une prépéna et avec à l'idée le Quai d'Orsay, le concours du Quai d'Orsay. Et l'un de mes enseignants, qui était un ancien ambassadeur lui-même, m'a dit très rapidement après la rentrée, il m'a dit j'ai l'impression que tu souhaites aller au Moyen-Orient et je pense que tu te trompes de voie. Parce que d'une part, le Quai d'Orsay n'enverra pas de femmes ambassadeurs au Moyen-Orient. On était il y a quand même plus de 2 décennies. Et puis, parce que tu n'as pas de réseau et d'appui politique, donc on te voit mal arriver là-bas comme ça. Et puis, surtout, je ne suis pas sûre que ça te conviendrait. Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Je n'étais pas forcément faite pour ça. Donc, j'étais quand même dépitée. Et je m'étais dit d'ailleurs, parce que ça, je vais aller à l'INALCO, je vais apprendre le Swahili, car comme ça, j'arriverai en Afrique et en remontant vers le nord, je finirai bien par retomber dans la bonne zone. Donc, en fait, j'étais vraiment très déterminée. Et puis, comme au même moment, je faisais des compétitions de parachutisme, au cours de compétitions, l'armée de l'air m'avait démarché. Et c'est comme ça que, complètement par hasard, j'ai entendu parler de l'armée de l'air et des cursus militaires, parce qu'à l'époque, je n'y avais absolument pas pensé. Donc, je me suis dit, je vais m'engager. Et puis, le Moyen-Orient finira bien par venir. Je n'avais pas renoncé. Et je suis donc rentrée dans l'armée de l'air. Je suis rentrée en 3e année à l'école de l'air.
Ce qui est un cursus d'autant plus rare, quasiment seul, parce que les autres recrutés sur titre dans l'armée de l'air étaient scientifiques. Moi, j'étais la seule littéraire, dans une armée qui est très technique, contrairement à Saint-Cyr, qui, elle, avait l'habitude de recruter des littéraires. Alors, on m'a demandé, est-ce que tu ne préférerais pas aller à Saint-Cyr plutôt qu'à l'école de l'air? Et en fait, j'ai eu peur de la maltraitance à Saint-Cyr, qui était très connue, même si j'en avais pas encore toute l'ampleur que j'ai apprise plus tard. Et puis, je me suis dit, bon, puis après tout, l'armée de l'air m'a accueilli, bon, bah, je vais être loyale à l'armée de l'air. Ce qui n'est pas du tout un bon raisonnement. Non pas qu'il ne faille pas être loyal, mais que pour quelqu'un qui veut s'engager dans l'armée, il ne faut surtout pas se tromper de rail au départ. Parce que ça conditionne vraiment toute votre carrière et toute votre vie. Et il ne faut pas ensuite. Alors, moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait des métiers très particuliers. Mais le danger, ce qui me guettait, c'était vraiment d'être tout. D'ailleurs, c'est ce qui m'est en partie arrivé. C'est ce que, pour pouvoir faire ce que j'aimais, j'étais toujours en train de regarder l'armée d'à côté, si vous voulez. En me disant, mais mince, je ne suis pas dans la bonne armée. Ce que d'ailleurs, souvent, mes chefs m'ont dit. Et puis, par la suite, j'ai beaucoup travaillé en interarmée quasiment tout le temps, et dans l'armée de terre et dans les services de renseignement, ce qui fait que. C'est devenu j'étais presque surprise à chaque fois qu'on me rappelait que j'étais de l'armée de l'air en fait. Je l'ai quasiment pas vu. Donc j'ai fait mes premières années dans l'armée de l'air qui étaient très intéressantes parce que dans les métiers du renseignement, l'armée de l'air est une armée très technique, très technique. Le métier de pilotage est très technique. Lorsque vous travaillez dans les escadrons de chasse ou d'autres escadrons, tout est très précis. Et donc je trouve que c'est une très bonne école pour faire ces gammes. D'abord, vous découvrez un peu tout ce qui est le renseignement d'origine électromagnétique, le renseignement d'origine image. Alors moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'Euro-HUM ensuite, mais je trouve que c'est très bien d'avoir été éduqué à un renseignement de grande précision. Et très rapidement, j'ai basculé on m'a envoyé pour une première mission dans les Balkans. Alors là, c'était une mission extrêmement brutale, surtout pour un jeune lieutenant avec aucune préparation. Mais j'ai gardé le goût du terrain. Enfin, j'ai pris le virus à ce moment-là tout de suite et j'en ai vraiment gardé le goût. Donc pendant les premières années, le fait d'être une femme à l'époque, ça vous menait pas grand-chose, certainement pas sur le terrain. Et donc ce que je faisais, je faisais feu de tout bois. Je disais oui pour tout, j'étais volontaire pour absolument tout. Tous les exercices, toutes les procédures, tout ce dont personne ne voulait en fin de compte, j'étais volontaire pour tout. Et pour aller en mission, j'étais volontaire évidemment à Noël. Là, j'avais une chance. Et pendant les ponts du mois de mai, là j'avais aussi une chance, et pendant les vacances d'été. Et là, je récupérais un peu ce dont les autres ne voulaient pas. Et en fait, moi, j'ai toujours eu une très bonne étoile. Il s'est toujours passé plein de choses quand j'arrivais quelque part. Donc, les missions qui avaient l'air les moins intéressantes, dès que j'arrivais, il y avait un coup d'état, il y avait quelque chose. Ce qui fait que vous apprenez très vite. Et vous apprenez extrêmement vite quand vous êtes en difficulté sur le terrain, quand vous êtes avec des personnes qui sont également en difficulté, quand la situation est difficile, quand le métier doit être précis, vous apprenez beaucoup. Et petit à petit, on m'a renvoyé sur le terrain, et puis ça a été de plus en plus en interarmée, puis ça a été de plus en plus armée-terre, et au bout de quelques années, je ne peux pas vraiment vous dire quand, mon profil a été repéré comme quelqu'un qui présentait un certain nombre de caractéristiques sujettes à être employées dans le renseignement, dans le renseignement d'origine humaine sur le terrain, sur des terrains un peu compliqués, notamment tout particulièrement le Moyen-Orient pour le coup, et l'Afrique, et qui vivait très bien, par exemple, la solitude et passer très longtemps sans appeler ma famille ou autre. Je n'avais pas du tout de problème avec ça. Découvrir une zone toute seule, ça ne me posait pas non plus de problème. Et donc, j'étais un peu repérée comme ça et j'ai vraiment basculé dans les missions de renseignement et dans l'univers du renseignement. Et puis, j'ai beaucoup contribué, parce que ça me tenait à cœur, à ramener, et avec le plein accord évidemment de mes hiérarchies, à ramener le renseignement que l'on avait découvert au Moyen-Orient de notre combat contre Daesh, par exemple, aux policiers et aux forces de l'ordre françaises. C'est-à-dire d'essayer d'avoir ce continuum et de ne pas laisser tomber dans des armoires fortes du renseignement dont nos forces pourraient avoir besoin ensuite. Ça a été un petit combat. Voilà. Ensuite, j'ai eu différents postes et me voilà. Alors, donc, pour revenir à l'une de vos missions, donc à savoir la Syrie, vous avez été la seule officier française au sein de la mission d'observation donc de l'ONU en Syrie, donc au prélude de la guerre civile. Comment avez-vous préparé votre départ, donc d'abord en tant que femme et en tant que militaire, pour une mission d'observation dans un milieu hostile? Alors la Syrie, j'ai été déjà beaucoup allée en mission pendant plusieurs années en temps de paix, on va dire.
même si j'avais parfois des choses un peu compliquées à faire. Mais donc, c'est un pays que je connaissais déjà. Comment je me suis préparée pour cette mission? Alors, la façon dont je me prépare en général pour les missions, celle-là a été un peu particulière parce que j'ai su très vite que je serais seule. Et donc, je parle dans mon livre de mon lien de vie. Je ne dis pas tout dans le livre, mais je comprends que je vais être très seule. Donc, en général, de quelle façon je me prépare pour une mission, et je l'ai faite pour celle-là. Alors, parfois, elle déclenche très vite les missions. C'est-à-dire que je suis toujours un petit peu prête à partir en mission, pour être honnête. En fait, je m'occupe de tout sauf du pays où je vais. Contrairement à ce qu'on peut en penser, je règle tout ce qui est tout ce qui pourrait me causer du souci de façon toxique et périphérique, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, par exemple. Je commence vraiment par ça. Je règle tous mes soucis administratifs. Alors moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai un membre de ma famille qui a ma délégation de signature et qui peut faire n'importe quoi sur mes comptes. C'est-à-dire que grâce à cette personne, j'ai vraiment pu avoir la vie que j'ai eue parce que j'ai jamais eu le stress de me dire « Oula, le banquier ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe, mes factures et autres ». Jamais. Donc ça, c'est la première chose que je règle, c'est tout ce qui va être périphérique. Ensuite, tout ce qui est vie privée, rendez-vous, médecin, tout ce qu'il y a à faire, vraiment, tout ce qui vous ennuie au quotidien, vous ne le faites pas, puis tout à coup, vous avez 10 jours pour le faire. Donc tout ça, je le fais. Tout ce qui est administratif, parce que et pour avoir l'esprit vraiment tranquille. Je ne rédige pas de testament parce que je n'en vois pas l'utilité. Mais si dans plusieurs missions vraiment très, très compliquées sur le terrain, il m'est arrivé de préparer pour être plus sereine, effectivement, de mettre mes affaires en ordre. Et c'est un peu l'idée de mettre toutes ces affaires en ordre et de partir. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais l'administration française, ça vous tient un moment occupé quand même à l'administratif, y compris dans les armées, où vous vous retrouvez à faire des circuits départ, comme on appelle ça. Vous avez 40 cases à faire cocher et vous courez d'un bout à l'autre du ministère pour faire cocher toutes vos cases à toute vitesse. Au commandement des opérations spéciales, ça allait plus vite et dans certains services, ça va vraiment plus vite, surtout quand on vous déclenche rapidement. Mais pour moi, mettre toutes ces affaires en ordre, c'est le plus important parce que une fois que je suis sur le terrain, je m'occupe plus de rien que de ma mission. Et donc, en fait, je me fais un fond de sac opérationnel dans lequel je récupère sur des clés USB cryptées ou autres, enfin, des moyens que selon la mission, je peux avoir. Tout ce qui est procédure, documents dont je peux avoir besoin, fond de sac. Et surtout, ce qui est le plus important après l'administratif, il y a deux choses. Une part, très bien comprendre la mission. Et ça n'a l'air de rien, mais souvent la mission est mal formulée par des gens qui connaissent peu le pays et qui ne se rendent pas compte de ce qui a l'air clair comme ça, en réalité à mettre en œuvre et à aller chercher, c'est très compliqué. Et donc, et notamment, je me suis souvent trouvée face à la difficulté. Qu'est-ce que l'on veut vraiment que je réussisse à faire ou pas? À quel moment je dois plus réussir à faire quelque chose? À quel moment on ne s'attend pas du tout à ce que j'aille plus loin pour réussir? Ou alors, est-ce qu'on veut que je mette absolument tout en œuvre pour ramener ce qu'on m'a demandé de ramener? C'est très, très important de vraiment comprendre ce que les gens attendent de vous. De sorte à ne pas me retrouver avec, comme je vous le disais, des gens qui deviennent assez agressifs, de ne pas comprendre ce que vous faites, qui vous critiquent nuit et jour. En fait, quand on se connaît, on se pardonne. Si vous les connaissez, si les gens vous ont vu, si vous avez à peu près compris de quelle façon ils fonctionnent, c'est beaucoup plus facile d'ensuite d'avoir des échanges quand vous serez loin. Parce que plus le temps va passer, d'ailleurs parfois ça arrive très vite, plus il y a un décalage énorme entre ce que les gens pensent qu'ils vous demandent, imaginent que vous vivez, et vous, ce que vous pensez qu'ils reçoivent de ce que vous leur envoyez, et vous vous rendez compte assez rapidement parfois, notamment quand ça devient très compliqué, que l'arrière décroche complètement. Et donc, en fait, d'avoir établi des liens personnels vous évite, permet de passer les quelques coups de fil pour tout rétablir quand il le faut. Quand vous n'avez vu que des noms de gens par mail, régulièrement, vous trouvez les mails hyper hostiles, vous vous sentez agressé pour peu que vous soyez fatigué ou autre, vous ne comprenez plus ce qu'on vous demande. À un moment, vous avez envie de dire, bon, vous ne comprenez rien. Donc, c'est quand même, voilà. Et à mon avis, ces étapes-là sont très importantes. Donc, comme vous le voyez, je ne prépare pas. D'un point de vue culturel ou opérationnel, j'ai généralement pas le temps de le préparer. Mais j'emmène tout sur place pour le faire, notamment des livres dans ma caisse-ops. Je suis celle sans doute qui a les caisse-ops les plus lourdes en livres. Alors que ça dure un mois, que ça dure 7 ou un an ou 2, hein, peu importe. Parce qu'à partir du moment où je suis sur le terrain, je ne pense plus qu'à ma mission, nuit et jour, tout le temps, quel que soit le temps que ça dure. Et là, du coup, j'ai le temps de m'investir dans tous les documents que j'ai emmenés, dans les livres, revoir les fiches et autres. Voilà.
Et puis, il y a un côté aussi, alors là, la série, je savais que j'arrivais dans une guerre quand même, hein, et donc il y a un côté aussi, si l'on peut se préparer physiquement, avoir un peu le taux de cortisol le plus bas possible au départ du coup, parce que ça va pas s'arranger. Et donc, l'hygiène de vie est fondamentale. Elle est encore plus importante que de se cultiver. Il faut absolument arriver avec le taux de cortisol le plus bas possible, le corps le plus préparé possible et le cerveau le plus reposé possible. Vous parliez de bien connaître les missions que vous alliez effectuer et en effet, vous avez par exemple les missions d'observation et les missions de renseignement d'État. Est-ce que vous pouvez nous préciser la différence entre les missions d'observation pour l'ONU, qui est un organisme du coup assez international, et les missions de renseignement d'État? Alors l'ONU, effectivement, c'est un organisme assez international, hein, je ne vous le cache pas. C'est sa nature même. Ce qui fait qu'en fait, c'est le terme même qui pose un problème à l'ONU, en fait. Intelligence pose un gros problème à l'ONU. Et donc à l'ONU, vous n'aurez pas le terme intelligence, vous aurez information. Parce que intelligence est très connoté espionnage et vous comprenez bien que personne n'a envie d'avoir 52 moi je me rappelle une mission très précise, l'ONU par exemple au Liban, quand j'étais en poste au Liban et quand j'étais en poste ensuite en Israël et en Palestine, je crois que les Nations Unies, c'était 52 nationalités à l'époque. Et donc, si vous voulez, le pays hôte, qui a déjà pas mal de problèmes, hein, si vous êtes là, c'est qu'il a des problèmes, n'a aucune envie d'avoir 52 espions. Et l'ONU n'a absolument pas envie d'afficher ça non plus. Bien que chacun observe et possiblement rend compte à son pays. Pas tout le monde, mais alors certaines nations, c'est systématique, hein. Les Français, ça dépend. Et donc, le terme espionnage et intelligence et renseignement est extrêmement connoté et l'ONU n'aime pas ça. Ils vont vous mettre information. Mais, et donc, oui, de l'observation, notamment lorsque vous êtes observateur militaire comme nous l'étions, où nous étions censés observer un cessez-le-feu qui a vite capoté, comme je l'explique dans le livre, et ensuite, avec une mission extrêmement violente, et un peu à la dérive, un certain nombre d'observateurs décident qu'il va observer pour l'histoire, en fait, pour pouvoir documenter des crimes de guerre, pour pouvoir documenter ce qui se passe, pour pouvoir essayer de comprendre. Alors, tout le monde n'a pas eu ce réflexe-là, mais on a été un certain nombre à l'avoir, et même on a pris beaucoup plus de risques à ce moment-là qu'avant. Mais entre renseignements d'État, évidemment, vous travaillez pour un pays, ONU, où vous avez parfois plusieurs casquettes, mais où vous travaillez sincèrement pour les Nations Unies, je dirais que si vous êtes sérieux dans votre métier, si vous êtes un professionnel du renseignement, vous pratiquez de la même façon. Vous récupérez des éléments, vous les analysez, vous les recroisez, vous évaluez vos sources. Vous n'oubliez pas de mentionner dans les éléments que vous renvoyez en France ou aux Nations Unies, quelle est la part de ce qu'on vous a vraiment dit, quel est le contexte, qu'est-ce que ça vous inspire, mais vous séparez bien les rubriques. Et tout ça, ça relève de la base du métier, de la profession et aussi de l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que le moyen de combattre ces biais et le moyen d'être impartial, c'est de disséquer l'information comme ça. Y compris parfois, moi j'ai souvent dit, je vous envoie telle information, telle personne m'a dit ça, voilà dans quel contexte je l'ai reçu, et je suis très fatiguée, ou je suis très éprouvée au moment où je vous envoie ça. Et à l'autre bout, lorsque vous avez un officier qui vous traite, un officier traitant, suivant le service où vous êtes, ce sont des vrais professionnels que vous connaissez, ils savent évaluer en fait. Ils savent évaluer et ils vont dire, bon écoute, l'autre jour, tu n'étais pas bien en forme et là moi après, j'essaie de recroiser. Donc, je dirais que le renseignement, l'intelligence et l'information, ça peut être à peu près, si vous êtes un professionnel, si vous avez de la méthode, de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle, eh bien, vous le pratiquez un peu de la même façon. Vous parliez d'une certaine proximité qu'il fallait avoir avec vos interlocuteurs et vous dites dans votre livre, je cite, « Le Levant est un théâtre d'ombre et de trompe-l'œil qui soumet l'étranger à des influences et des tentatives de manipulation permanentes, même de la part d'interlocuteurs amicaux. J'apprends les usages, vis des moments d'humanité rares et des fous rires inattendus. » Comment garde-t-on son objectivité et distingue-t-on la vérité de la désinformation? Quelle stratégie avez-vous mis en place pour vérifier l'exactitude des renseignements recueillis? J'ai souvent été mutée dans les pays où j'allais chercher du renseignement. Et donc, forcément, vous avez une proximité avec la population. Vous avez forcément une empathie, vous avez forcément des relations. Si vous n'êtes pas capable d'empathie ni de vous entendre avec qui que ce soit, il ne faut pas faire de limite, il faut faire autre chose. Mais donc, en fait, et ça, vous le savez. D'abord, moi, je pense qu'il faut, quand on est dans le métier du renseignement d'origine humaine, il faut très bien se connaître soi-même. Il faut vraiment commencer par ça.
Alors à l'époque, c'était pas très tendance de dire ça, mais aujourd'hui, c'est un peu plus. Les biais cognitifs, par exemple, sont plus connus. Donc il faut se connaître, il faut connaître ses ressorts, il faut connaître ses biais cognitifs. C'est très, très. D'abord, c'est intéressant de le savoir pour soi-même, mais en plus, c'est très aidant dans le métier. Par ailleurs, il faut connaître. Alors moi, j'ai eu la chance de faire des années et des années au sein des Nations Unies, donc 190 pays. J'ai travaillé énormément avec les Russes, avec les Chinois, avec les Iraniens. Je les connais très bien, et bien d'autres pays. Ce qui fait que il faut aussi connaître les biais cognitifs de son pays, les biais de son pays, les biais culturels en fait, pas les biais cognitifs, mais les biais culturels. Ça, c'est très important. Si vous voulez ramener du renseignement sur un pays ou sur des collègues d'un certain pays, il faut connaître les biais culturels. Ça, sinon, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Ensuite, je dirais qu'un grand reporter, un professionnel, pourrait sans doute travailler de la même façon. Vous recueillez un maximum d'informations, vous les portez par écrit, ça aide, hein, mettre par écrit, ça aide à réfléchir jusqu'au bout, et vous procédez de la façon dont je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire vous recueillez une information, vous expliquez de qui ça vient, vous essayez d'évaluer la sincérité ou l'accès, la proximité de l'accès à l'information de votre source. Bon, tout ça, c'est de l'exploitation de sources, hein, et ensuite, vous le croisez avec d'autres informations et c'est très important de l'envoyer à l'arrière, ce ronce-là. Bien que moi, j'ai fait très longtemps des périodes très longues seule, il est important qu'un autre œil lise ce que vous venez d'envoyer. Ça, c'est vraiment très important. Quand vous avez de la chance, vous avez un retour. Ou pas. Mais il est important que vous ne puissiez pas faire à la fois l'exploitation du renseignement, enfin l'extraction du renseignement, son analyse, son exploitation, et puis l'analyse de premier et de deuxième niveau, si vous voulez. Il faut vraiment qu'il y ait des professionnels qui reprennent les choses derrière et qui soient capables de savoir de pouvoir évaluer ce que vous faites. Et il ne faut pas être résistant à ça, hein, ça c'est très important parce que vu les dossiers que l'on traite, il ne faut quand même pas se tromper. Et c'est bien aussi d'avoir. On n'est pas toujours d'accord avec. Eux ne sont pas toujours d'accord avec ce que nous on voit. Alors ça c'est un problème quand ils ne sont pas suffisamment informés sur le pays dans lequel on est et qui sont un peu idéologisés. J'ai vu ça dans quelques domaines, dans quelques moments ça m'est arrivé. Mais très souvent ce sont des professionnels qui connaissent bien les dossiers. Et eh bien il faut garder sa place. Si vous êtes si vous êtes quelqu'un qui recueille du renseignement, vous n'êtes pas un analyste de niveau stratégique. Il faut que chacun garde sa place, c'est très très important. Non pas que vous ne pourriez pas le faire, mais à ce moment-là, ce n'est pas votre job. Très souvent, je séparais de façon extrêmement rigoureuse les informations et ensuite, à côté, je faisais éventuellement des synthèses sur ce que m'inspirait la situation au niveau stratégique, mais je mélangeais surtout pas tout. Et si vous voulez être impartial, même quand c'est très dur, eh bien, je dirais qu'il faut écouter tous les côtés. Tous les côtés, même ceux qui vous déplaisent le plus, et rendre compte de la même façon de ce qu'ils vous disent. Ensuite, votre cerveau retrouve sa place et puis vous pouvez envoyer des analyses stratégiques qui sont un peu plus dans ce que vous ressentez. Mais je dirais que plus vous écoutez de gens et plus ça vous garantit une certaine impartialité. Plus vous vous intéressez à ce que pense l'ennemi ou quelqu'un qui ne vous est pas particulièrement agréable, et plus vous serez impartial et plus vous serez efficace et honnête. Le renseignement, ce n'est pas un narratif pour faire plaisir aux politiques ou aux chefs. Le renseignement, c'est fait pour que le chef puisse être le mieux éclairé possible sur une situation et prenne des décisions en fonction. Et donc, il est très important de lui présenter ces éléments. Il a aussi besoin d'analyse stratégique, il a aussi besoin d'interprétation, mais ce ne sont pas à ce moment-là les mêmes métiers. Est-ce que vous auriez, par exemple, des exemples dans lesquels vos compétences linguistiques et relationnelles ont pu vous servir pour obtenir des informations ou des renseignements précieux par rapport à la mission qui vous a été demandée? C'est pas seulement pour recueillir de l'information. C'est pour vous faire accepter, d'abord pour comprendre l'autre, c'est fondamental. Que voulez-vous comprendre aux renseignements que vous recueillez? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a souvent renvoyé dans les mêmes zones, parce que d'autres n'avaient pas cette culture-là, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils entendaient. Est-ce que c'était important, pas important? Est-ce qu'on leur disait quelque chose subtilement, ils n'arrivaient pas à comprendre, et donc on me renvoyait de façon répétée parfois dans certaines zones. Donc la culture, c'est fondamental pour comprendre ce qu'on vous dit, pour comprendre ce que l'autre a en tête, et aussi pour savoir de quelle façon il va recevoir ce que vous lui demandez. Je suis quelqu'un qui travaille énormément ses KLE, par exemple. Et donc ce n'est pas seulement pour recueillir du renseignement, je dirais que c'est pour vous faire accepter et vous faire comprendre. Il est très important que la personne en face de vous, notamment dans les cultures tribales, qui savent lire l'individu, ils savent vous lire.
Donc, il est très important que vous puissiez rapidement, alors moi, je garde un souvenir très fort au Moyen-Orient, où notamment en Syrie et en Irak, et particulièrement en Syrie, où des chefs de tribu auxquels je parlais, il faut bien voir que ce ne sont pas des gens archaïques du tout, hein. Ils connaissent notre histoire mieux que nous, ils connaissent leur histoire très bien, et ils me parlaient des élections françaises en détail. Et ce qui les mettait très en colère, c'est lorsque des commandos ou des Français, des militaires qui les rencontraient, qui venaient les voir, ne connaissaient pas ce qu'avait fait la France en Syrie. Car la France n'a pas quitté le mandat de façon complètement positive. Et donc ça les mettait très en colère. Qu'est-ce que vous venez dans notre pays, si vous n'êtes même pas capable de vous souvenir, il y a si peu de temps que ça, hein, parce qu'ils sont dans le temps long, les relations qu'on a eues et ce que vous avez fait. Donc ça, la culture, y compris celle de sa propre histoire, est très importante. Et il me semble que je le raconte dans le livre, je ne sais plus à force de raconter cette anecdote, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de me lever devant des tribus des gens qui étaient très en colère, qui étaient assez hostiles, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de la situation, de la France, de la communauté internationale, et de dire, mais écoutez, pas du tout, comment ça, moi je ne connais pas votre culture. Moi j'ai fait l'effort, et de le réciter en arabe classique, un poème en arabe, que j'avais appris à l'INALCO. Je bénis mes profs de l'avoir fait apprendre autant de poèmes. Sûrement, je ne voyais pas trop la barbe du prophète, pourquoi elle était aussi passionnante, mais maintenant j'ai compris pourquoi. Et en fait, je me suis sortie d'un nombre incalculable de situations difficiles avec mes petits poèmes de l'INALCO. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça montrait que je m'étais intéressée à la culture, et je vous assure que j'ai obtenu beaucoup plus de renseignements qu'en mettant mon pistolet sur la table. Et ça, c'est sûr. Et et on m'a fait beaucoup plus confiance, et le fait que je me lève, que je parle, ça montre quelqu'un qui s'expose, ça montre quelqu'un qui est assez sincère, qui fait ce qu'elle peut, hein, parce qu'évidemment, c'est pas ma langue maternelle, et du coup, vous avez un auditoire complètement différent. Dans un contexte de guerre asymétrique, vous étiez en transparence avec l'État syrien pour ne jamais le surprendre, donc dans le cadre de votre mission au sein de l'ONU, ce qui vous confère une certaine liberté de mouvement, cependant surveillée par les services de renseignement syriens. Donc ma question, comment avez-vous pu contribuer à l'obtention d'informations vitales ou de preuves? Et ensuite, pouvez-vous partager des situations particulières marquantes où vos capacités d'analyse et de résilience ont été mises à l'épreuve? Alors, ce n'est pas dans un contexte de guerre que vous êtes transparent. Vous n'avez plus le temps. C'est la transparence que moi, dont j'ai toujours fait preuve, hein. C'était en temps de paix. Ça a commencé en temps de paix. Ce sont des pays qui sont très compliqués. Quand vous êtes en Syrie, même en temps de paix, même avant la guerre, vous êtes quand même au milieu des Russes, des Iraniens et des Syriens. Ce n'est pas un sport de masse, si vous voulez. Donc, il ne faut pas inquiéter. Et donc, moi, j'habitais au Moyen-Orient. J'avais énormément. J'y étais mutée, hein, parce que j'ai été en poste au Liban, notamment au Liban Sud, aussi également à Jérusalem et en Palestine. Et j'étais officier de liaison à un moment au Liban pour les Nations Unies. J'étais officier de liaison du Hezbollah libanais et de Hamal. Et j'étais en Syrie, à un moment, j'étais également officier de liaison de l'armée syrienne. Et donc, je me prenais dans tout le Moyen-Orient. Ce sont des pays qui sont quand même durs. Et donc, ce sont des pays qui, d'ailleurs, parfois à juste titre, vous soupçonnent de ne pas être un simple touriste. Et donc, pour moi, je mettais, pour ma protection, pour me protéger, il était important que ces gens-là qui peuvent être très dangereux, notamment les mukhabarat syriens, il n'y a pas qu'eux, mais notamment eux, il n'était pas question qu'ils puissent me soupçonner de quelque chose. Et donc, en fait, le plus transparent vous êtes sur vos activités, sur ce que vous faites, c'est pour ça, par exemple, que je n'ai jamais accepté de moyens d'espionnage, de partir avec des moyens qui auraient pu être pris pour des moyens d'espionnage, comme des téléphones satellites ou d'autres choses, parce que là, c'était vraiment montré que j'avais j'aurais été classée espionne, et là, en Syrie, ça pouvait quand même être un sujet. Mais et donc, d'être le plus transparent possible, le plus clair possible. Et avec ça, au bout d'un moment, la surveillance se relâchait. D'abord, je venais souvent, et puis voilà. Ce qui fait que lorsque ça ne m'empêchait pas d'observer du tout, hein. Ça ne m'empêchait pas de parler à des gens, ça ne m'empêchait pas de faire mon métier. Mais si vous arrivez et que vous cachez tout, que vous fermez à double tour votre porte, que vous vous énervez chaque fois que quelqu'un vient la visiter, ah ben là, c'est sûr, vous courez vraiment à l'échec, vous êtes vraiment marqué. Et ça, je l'ai fait partout, dans les pays du Golfe, même quand j'étais en vacances d'ailleurs, en disant, de toute façon, ils visiteront ma chambre, donc autant laisser tout ouvert.
Voilà, ils feront. Et en fait, j'ai toujours constaté, notamment dans les pays durs, la surveillance, au bout d'un moment, elle remontait ensuite. Hein, ça dépendait des circonstances, ça dépendait parfois des situations internationales, mais c'était la façon de m'en préserver le plus. Dans le livre que j'ai écrit, le gouvernement syrien et ses militaires, notamment la police politique et la police militaire, surveillaient tout ce qu'on faisait. Donc en fait, j'avais des méthodes qui faisaient que je pouvais transmettre des informations de façon enfin, qu'on n'aurait pas pu m'accuser d'espionnage particulièrement. D'ailleurs, le livre, c'était mon journal de guerre et c'était par ça que je transmettais du renseignement, ne serait-ce que pour qu'en France, on sache si j'allais bien ou pas et ce que je faisais. Voilà. Mais il nous voyait. Et puis, bien sûr, il y a d'autres activités. Bon, bah, là, il ne le voit pas, évidemment. Mais quand dans votre vie, vous êtes au maximum transparent, en fait, vous laissez faire, en fait. Ben, visiter mes affaires, fouiller, etc. Eh bien, ça vous permet d'inspirer plus confiance, de faire descendre la pression et puis de faire de votre côté, quand c'est nécessaire, ce qui vraiment est du coup confidentiel ou secret. Et c'est presque une façon de vivre, en fait, c'est presque une énergie que j'ai développée au contact des tribus. Une tribu au Moyen-Orient et en Afrique, enfin notamment au Moyen-Orient, elles vous sentent tout de suite. Elles savent si vous leur mentez, elles savent qui vous êtes en fait, rien qu'à vous regarder évoluer. Et donc j'ai fini par me dire, il ne faut jamais leur mentir à ces gens-là parce que de toute manière, ils savent qui t'es. Donc quand ils t'adoptent, c'est que ça se passe bien, ils savent qui t'es. Et ne serait-ce que les quelques petites secondes que vous prendriez à mentir, à réfléchir à un mensonge, vous seriez déjà démasqué. Et donc j'ai fini par prendre l'habitude, si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas, mais je leur dis. Si la question m'embarrasse, je leur dis, bon, bah là, elle m'embarrasse bien, votre question. Voilà. Mais je mens jamais et je suis le plus clair possible. Et en prenant cette habitude avec les tribus, c'est comme ça que j'ai mis ma petite routine en place d'essayer d'inspirer le plus confiance possible. En tout cas, de ne pas inquiéter inutilement. Et dans ce contexte-là, quand vous alliez vers vos sources, comment vous réussissiez en même temps à avoir les informations dont vous aviez besoin et en même temps à préserver les sources vers lesquelles vous alliez pour que derrière, elle ne se fasse pas forcément embêter, comme vous dites dans votre livre, par un régime qui nous guide de pardonne? Oh bah dans le livre, c'était extrêmement dangereux hein, pour les sources, extrêmement dangereux. Et en fait, oui, vous posez une très bonne question. C'est-à-dire qu'on était observé tout le temps. Et donc, les sources qui nous contactaient, tous ces gens qui nous laissaient des petits billets dans la main, c'était des gens qui, en quelque sorte, étaient tellement désespérés qui prenaient des risques insensés. Parce qu'en nous donnant des petits billets, il y avait les noms des proches, il y avait ça, on est en temps de guerre là. Hein, là, il y a toutes les limites sautent. Hein, c'est un autre monde, une guerre. C'est pas une opération, c'est vraiment une guerre. Et donc les gens ayant leurs proches qui avaient disparu et dont on sait aujourd'hui qu'ils ne reviendront plus, nous donnaient des petits billets avec les noms et les adresses pour qu'on puisse les transmettre aux Nations Unies et qu'on recherche ces personnes-là. En tout cas, que leur nom reste. Alors au début, ils les recherchaient. Aujourd'hui, et on a rempli des bases de données gigantesques. Hein, on a envoyé tout, notamment à Genève. Après, quand vous lisez mon livre, il y a les moments terribles dans les hôpitaux d'Alep où les personnels médicaux, les médecins et les infirmiers, là, littéralement se sacrifient. Là, ils savent qu'ils se sacrifient. Et c'était abominable, hein, c'est abominable. Il faut respecter la liberté de la personne qui décide qui se sacrifie pour sauver la ville, en fait, hein, pour dire les habitants ne doivent pas venir ici, ils vont être tous exécutés, il ne faut pas que les gens viennent. Là, c'était vraiment abominable parce que je marchais à côté des gens, je savais qu'ils se condamnaient à mort et qu'il y avait plus qu'à ensuite à faire et qu'ils le choisissaient et qu'il n'y avait rien que je pouvais faire pour les protéger. C'est ça qui nous a énormément traumatisés, et notamment traumatisé mes camarades. Il y en a beaucoup qui ne s'en sont pas remis. C'est souvent les gens qui se sacrifiaient et c'est ce que les guerres, notamment les guerres civiles, amènent. Protection de source. Hein. On pouvait cacher ce qu'ils nous... Même, on leur déconseillait de nous parler. Hein. Il y a des moments, on ne prenait plus les appels au téléphone, on disait c'est pas possible, tous ceux qui nous appellent vont mourir. Donc, c'était vraiment un énorme cas de conscience pour nous. Mais les gens nous rattrapaient. C'est-à-dire qu'ils prenaient de plus en plus de risques pour pouvoir nous donner des informations. Donc, bon. Après, il y avait d'autres activités que j'avais, qui notamment étaient dans le souk d'Alep ou dans certains magasins ou dans certaines zones. Je savais que je pouvais trouver un certain type d'informations parce qu'en temps de paix, je connaissais ces endroits. Et là, c'était tout à fait différent. Là, par contre, je cachais tout ce que je faisais. J'avais un faux mari, comme j'explique. J'ai une fausse raison de venir. Il n'y a pas un geste que je fais que je ne peux pas ensuite expliquer à la police s'il fallait.
Et puis, si j'ai le moindre doute, je ne viens pas. Et bon, après, il y a différentes procédures qui se mettent en place. Mais autant en temps de pêche, je veux dire, ou même en opération, eh bien, il y a des procédures très strictes de protection des sources. Vous n'avez d'ailleurs, c'est extrêmement rigide, extrêmement strict. L'armée française le fait, un certain nombre d'armées sérieuses le font. Le CICR, par exemple, le fait. Et c'est extrêmement strict. Hein. Le nom, les sources sont codées, les noms sont ailleurs. Voilà. Donc même si vous êtes prisonnier, vous ne pourrez pas donner à l'ennemi qui vient de vous faire prisonnier, vous ne pourrez pas donner les sources. C'est un peu le principe. Là, en l'occurrence, dans une zone de guerre, il n'y a plus rien qui tient. Donc c'était un sujet différent. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, après avoir eu ces expériences de terrain très opérationnelles, vous avez finalement rejoint les états-majors et une vie plus classique de bureau, si je peux dire ça. Comment vous avez appréhendé ce passage d'une vie de terrain riche, diverse et intense à une vie plus calme dans les états-majors? Comment osez-vous penser que je me suis calmée et que je me suis enterrée vivante dans un état-major? Alors chaque fois que je me suis dit cette fois-ci, c'est clair, je m'achète un chat parce que c'est sûr, je partirai plus. Et chaque fois, je me suis dit heureusement que je n'en ai pas acheté un parce que je repars toujours. Non, en fait, votre question, elle est très intéressante parce que justement, j'ai pas fait ça. Et que je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes sur le terrain, que vous recueillez le renseignement, il faut être à la place de quelqu'un qui recueille le renseignement. Et ce qui est très... Or, vous ne récupérez souvent, donc vous essayez bien sûr, vous avez été orienté. On vous a orienté, on vous a dit, ben voilà, on vous envoie une grille de questions, en gros, en disant, ben, nous, on cherche ces informations-là. Très souvent, vous en découvrez en plus. Parfois, il y en a certaines auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il est très important, je pense, hein, surtout quand on a un background universitaire comme je l'ai, c'est d'alterner le terrain et l'état-major. C'est-à-dire d'alterner le tactique, le terrain, le recueil d'informations avec la partie stratégique, voire l'anticipation, mais ça c'est encore un autre métier, mais avec une partie beaucoup plus analytique et stratégique. C'est-à-dire que, bon, moi j'aime beaucoup le terrain, c'est pas une punition d'être en état-major dès lors que je peux mettre, ça me demande parfois des mois et des semaines de tout remettre à plat et de pouvoir faire des rapports qu'ensuite je transmets et qui sont d'un autre niveau en fait. Et je pense que quelqu'un qui va tout le temps sur le terrain, quand on ne fait pas cet aller-retour-là, qui est exigeant, hein, parce que ce sont des métiers assez différents, c'est beaucoup de travail. Mais je pense que c'est extrêmement important pour grandir dans le métier, pour être utile à votre employeur. Moi, j'en connais beaucoup qui sont passionnés de terrain, qui restent sur le terrain, notamment les parcours de sous-officiers, parce qu'on ne leur demande pas assez, ou d'ailleurs il n'y a personne pour le faire à leur place et ça pourrait être fait, justement d'écrire. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez beaucoup de militaires qui quittent l'armée et qui ensuite écrivent des livres. Parce qu'ils ont souvent été frustrés, ils ont vu des choses, ils les ont transmises, ils ont eu l'impression que ça n'avait pas été pris en compte et qu'on n'en a rien fait et qu'on est passé à côté de beaucoup de choses ou qu'il y a un gâchis humain énorme. C'est parfois vrai. Et c'est cet aller-retour du niveau stratégique, parfois en cabinet ministériel, parfois dans les grands états-majors, parfois comme chargé de mission, parfois comme chef de bureau, qui vous permet en fait d'avoir d'abord la connaissance en fait du métier, mais aussi d'être le plus utile à mon avis. Et moi, j'aime autant les deux phases. Alors, il y a un moment, il faut rentrer du terrain, on est très fatigué, puis ça prend beaucoup de ressources, et puis on devient sans doute moins lucide. À un moment, on n'est pas propriétaire des dossiers, si vous voulez, mais il est aussi important d'avoir cet effort analytique et rédactionnel que les gens n'aiment pas avoir, aiment de moins en moins avoir, et qui est fondamental. Les décideurs, le niveau politique ne décide pas parce que vous avez ramené quelques renseignements. Alors, ils peuvent être stratégiques et là, effectivement, l'action est orientée. Mais dans la plupart des cas, c'est une sorte de bruit de fond, c'est un travail d'analyse, c'est d'expliquer aux officiers traitants pourquoi vous voyez les choses d'une certaine façon et pas d'une autre. Et ça, vous devez être en état-major, même si c'est un peu moins, sans doute, palpitant que le terrain, c'est, à mon avis, indispensable. Et donc, sur le terrain, quels enseignements avez-vous tirés ou vous parliez de protocoles, des méthodes que vous pouvez appliquer par la suite, éventuellement dans un milieu professionnel plus civil, une entreprise ou simplement en état-major ou en cabinet ministériel? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous pouvez dupliquer, répliquer dans un environnement
de bureau ou civil. Le renseignement d'origine humaine a ceci de particulier que vous l'utilisez en fait un peu tout le temps dans votre vie. Contrairement, si vous faites du cyber ou du renseignement d'origine image ou électromagnétique, forcément, vous le faites qu'au travail. Le renseignement humain, vous apprenez des savoir-être, vous apprenez des savoir-faire qui vous servent en toutes circonstances. Par exemple, le fait d'avoir été qualifiée négociatrice de crise au RAID est sans doute l'une de mes meilleures formations. Et je l'ai usé jusqu'à la corde, cette formation, et je continue encore à le faire, extrêmement intéressante. Tout ce que vous pouvez apprendre sur l'humain, les biais cognitifs, votre système nerveux. Pourquoi est-ce que votre système nerveux va réagir de telle ou telle façon? Comment le connaître? Comment le calmer? Comment s'en servir? Comprendre que le stress n'est pas l'ennemi. Le stress, c'est ce qui vous sauve la vie, en fait, au départ. Hein. C'est ce qui vous fait courir quand le lion vous saute dessus, ou vous figer parce que c'est plus utile, ou attaquer. Donc c'est normal. Simplement, ensuite, il faut savoir de quelle façon, il faut se connaître et de quelle façon tout cela se dose. Ce qui fait que je pense que dans les métiers civils, beaucoup de choses, beaucoup de métiers militaires et de spécialités militaires peuvent être reprises dans le civil. C'est ce que je dis aux jeunes qui veulent s'engager, c'est que l'armée propose quasiment tous les métiers du civil. Que ce soit le service de santé, le bâtiment, l'infrastructure, le renseignement, la planification. En fait, l'armée, le transfert de connaissances et de compétences est tout à fait envisageable, et notamment les outils organisationnels que les militaires développent et que dans le civil sont assez peu développés. Ensuite, moi je dirais que alors, tout dépend quelle spécialité vous avez faite. Si vous êtes cyber, si vous êtes informaticien, vous n'apporterez pas les mêmes choses à l'entreprise que quelqu'un qui a fait de l'humint. Moi je sais que par exemple, je suis beaucoup sollicitée, y compris au niveau territorial, donc institutionnel comme dans les entreprises, sur les outils organisationnels. Comment s'organiser, comment planifier, comment, lorsqu'on a un projet très complexe, on peut faire du rétro-planning et mettre des choses en place. C'est quelque chose que les militaires, notamment les opérations spéciales, savent très bien faire. La plus-value aussi, ce qu'on me demande beaucoup, c'est la gestion de crise, en fait. C'est vraiment là-dedans qu'on vient le plus me chercher. Et c'est là qu'il est très important. Tout ce que je vais expliquer sur le système nerveux, c'est quelque chose que j'explique assez souvent. Le déchocage de crise, par exemple. Alors ça, j'ai appris ça dans d'autres pays, ça n'existe pas vraiment en tant que tel en France, mais vous pouvez déchoquer vos camarades, vous pouvez déchoquer quelqu'un tout de suite. Et surtout, moi je l'ai utilisé dans les salles de gestion de crise de grands groupes, y compris lors d'exercices qui se passaient mal. Voilà, donc il y a plein dans le renseignement d'origine humaine, vous développez des savoir-faire et des savoir-être qui vous aident dans les moments de crise ou un peu tendus. Ça vous aide aussi beaucoup en leadership, en fait, et en management, tout ce qui a rapport à l'humain. Colonel Nourachem, merci infiniment pour ce partage très riche. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Votre expérience et vos perspectives aussi sur la manière dont on peut appliquer finalement des méthodes de renseignement humain, ou du moins un savoir-être qui a été développé et qui peut être appliqué dans la négociation et de manière plus générale dans le monde professionnel, dans le management, le leadership, l'organisation. Tout à fait intéressant. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts sur le podcast de l'IE.